خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول فلاون والسلام عليكم. Soyez mesdames et messieurs les bienvenus dans votre studio des élections présidentielles 2024 en Algérie. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre amitié, pour votre soutien, pour votre participation à travers vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. Vous êtes une partie prenante importante dans notre contenu. Malheureusement, je le constate, nous sommes l'un des rares, pour ne pas dire pratiquement le seul espace de débat aujourd'hui en Algérie sur les dessous, le déroulement de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Une indifférence générale entoure cette élection, mais tout simplement incroyable ce qui se passe dans notre pays par rapport à d'autres pays à travers le monde. On vient de sortir ici en France de l'élection législative anticipée 2024. Deuxième tour, c'était le 7 juillet dernier. Nous avons vu un pays où il y a plus de 65% de taux de participation. Nous avons vu une jeunesse, des personnes âgées, des familles qui se mobilisent, des manifestations, des rassemblements dans les places publiques, des manifestations de joie ou de colère, des débats, des contradictions, des plateaux de télévision. C'est quand même étonnant la différence avec notre pays. Tout simplement étonnant. Étonnant. Nous allons essayer de comprendre dans cette émission qu'est-ce qui cloche. Est-ce que c'est la dictature? Est-ce que c'est le manque de liberté? Qu'est-ce qui cloche? Pour débattre de cette situation dans notre pays, j'ai l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir mon ami Riles Aïnouch. Marhaba bik. Comment vas-tu, mon cher? Ça va. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Riles Aïnouch, caricaturiste. Rani Ain Koultarif, il a collaboré avec plusieurs titres de la presse algérienne. C'est quelqu'un qui a fait des caricatures, qui a écrit, qui a publié, qui a produit énormément. Et aujourd'hui, il est malheureusement, entre guillemets, ou là, heureusement, on va en parler, réfugié politique en France. En tout cas, marhaba bik. Rila, ça me fait plaisir de te voir. Merci pour l'invitation. Voilà. Et à ma gauche, comment vas-tu, mon cher Amirouche? Toujours de gauche. Il a suscité un énorme buzz lors de notre dernière émission. Merci beaucoup pour ta participation. C'était vraiment intéressant. On a tenu à te réinviter parce que voilà, tu as fait un passage qui a marqué les esprits. On m'a beaucoup parlé de ton expérience, de ton vécu, etc. Donc c'est pour cette raison que j'ai tenu à te réinviter encore une fois. Merci pour l'invitation, Abdou. Voilà. Riles, alors on commence sincèrement, directement. Faut être direct, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que l'Algérie est dans un frigo. Mais franchement, quand on compare notre pays par rapport à un autre pays, bah voilà, la comparaison avec la France, peut-être elle est mal placée, déplacée, elle est malvenue. Oui, la France elle a des traditions démocratiques plus anciennes, etc. Mais il y a eu une élection récemment en Iran. Il y a eu plus de débats, plus d'animation en Iran. L'Iran, c'est une dictature non plus. C'est pas la Suisse, c'est pas la France. Qu'est-ce qui se passe chez nous pour que cette élection suscite l'indifférence? Selon toi, tu qui est caricaturiste, qui est artiste, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait depuis surtout le départ de Bouteflika avec Gaïd Salah, ils ont instauré un climat de peur, un climat de terreur. Personne ne parle, personne ne peut parler. Ils ont instauré la pensée unique. Avant les événements 88, avant l'ouverture médiatique, nous avons eu le parti unique. Maintenant, c'est la pensée unique. Maintenant, des journalistes, des blogueurs, des militants, même de simples citoyens, pour un simple j'aime, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est la condamnation, c'est la prison. Et qui va parler maintenant de la politique en dehors des cercles de régime. Derrière un constat, Riles, où sont partis les caricaturistes? Je me souviens, avant 2019, j'avais Riles Aïnouch, j'avais Loïc, il y avait Dylan, il y avait Berkey, il y avait... Mais on ne voit plus les caricaturistes. Il n'y a plus de caricatures en Algérie. Est-ce que le droit de caricaturer n'existe plus? Il y avait Nîmes, je signale que Nîmes est à l'étranger, comme toi, réfugié aussi. Donc on a la génération dans les caricaturistes à nous. Bon, Dylan apparemment il vit plus entre l'étranger, mais plus à l'étranger qu'à l'intérieur qu'en Algérie. Nîmes il est réfugié en France, toi tu es réfugié en France. Loïc il a disparu, les autres, mais où sont partis les caricaturistes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pouvoir. Il a verrouillé tous les médias. Le journal Liberté, il a fermé, même à l'époque, dans la décennie noire. Dilemme, il continuait à l'époque d'envoyer des dessins, même de France en Algérie, il n'a jamais arrêté. Maintenant, si on veut voir les dessins de Dilemme, c'est sur TV5 Monde ou sur un autre hebdomadaire ou d'autres médias étrangers.
Non, mais c'est vrai, c'est la peur. Toi, je rappelle, Riles, tu fais l'objet de plusieurs condamnations judiciaires, c'est ça? C'est quoi tes condamnations? C'est quoi ton CV, entre guillemets? C'est malheureux de le dire, mais c'est quoi ton CV actuellement? Tu as eu des condamnations? À 10 ans de prison ferme en Algérie pour des dessins sur Tebboune et sur les généraux. C'est en quelle année? C'était quand ça, ce verdict? Le 30 novembre 2022. Le 30 novembre 2022. 10 ans de prison ferme. Ouais. Pour l'un dessin. Pour plusieurs dessins. Et tout à l'heure, justement, Riles, j'aimerais que tu m'en parles. Tout à l'heure, avant l'émission, on a parlé, toi et moi. Même sur les réseaux sociaux, tu as remarqué que les gens ont peur de te suivre. Il y a des gens qui ont peur de te commenter, de partager. Tu m'as dit que même sur ma page Facebook, ma grosse communauté, j'avais une grande communauté. Aujourd'hui, cette communauté est en train de, je sais pas, de disparaître, je sais pas le terme qu'on peut utiliser. Le nombre des abonnés est en train de baisser. Et il y a une coïncidence, selon toi, une relation avec la dictature et la persécution. Oui, avant, pendant le Hirak, j'avais la période 2019, j'avais dans les 250 000 abonnés. Maintenant, moins de 100 000 abonnés. Et surtout, c'est vous-même dans votre média qui vous avez donné une exclusivité. Le numéro 2 de l'APS, il a mis juste un j'aime, il a partagé mon dessin dans un groupe WhatsApp. Il a été condamné. C'était en 2022 et 2023. Oui. Et surtout depuis la condamnation définitive à 10 ans de prison ferme, les gens ils ont peur de commenter, ils ont peur de partager, ils ont peur même de liker un simple j'aime. Est-ce que tu es en contact avec d'autres caricaturistes? Est-ce que tes autres caricaturistes, est-ce que le Hic, tu lui parles? Est-ce que Dilem, tu lui parles? Est-ce que qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'il y a des caricaturistes qui sont restés sur place? Ils arrivent à travailler, ils ne travaillent pas, ils font quoi? Est-ce qu'il y a d'autres caricaturistes qui ont été condamnés, par exemple? Pas d'autres caricaturistes condamnés actuellement, je n'ai pas entendu parler. Il y avait Nîmes qui a été emprisonné, le pauvre pour un mois de prison ferme. Ça, c'était en plein crise de Hirak, c'était en 2019. Les autres le Hic, Dilem, tu leur parles? Vous avez un contact? Ils te disent quoi? Non, je n'ai pas de contact avec. Ça fait depuis que j'ai quitté l'Algérie, je n'ai pas les coordonnées. Donc, et les dessinateurs qui sont restés là-bas, donc ils font autre chose que le dessin de presse. Carrément, exemple? Des portraits ou même il y en a qui ont choisi d'autres domaines pour gagner leur vie. Oui. Ils ont quitté le domaine des caricatures? Oui, carrément. C'est triste quand même, non? Oui, surtout que j'ai été invité au Festival international de la caricature à New York, à l'University of Stra à New York. C'était quand ça, s'il te plaît? C'était quand? C'était en 2017, fin 2017. Oui. Et il y a plusieurs caricaturistes qui me l'ont dit que les caricaturistes algériens, pour eux, ils font partie des meilleurs au monde. Parce qu'on a un humour algérien, il est un peu spécifique. Donc, ça développe cette touche artistique. Oui. D'ailleurs, même l'humour algérien il est un peu spécial. Quand on regarde, par exemple, ce que faisait Fleg, Dilem, etc. Donc, on touche à l'universel. Oui. Énormément de personnes qui m'ont dit de bien sur les caricaturistes algériens. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir... savoir que l'Algérie a été un carrefour de civilisation. Alors, c'est pour ça que le message algérien, sur le plan intellectuel, artistique, il se rapproche d'un message universel. C'est pour ça que des caricaturistes comme ça, ils arrivent à faire passer leur message, même dans d'autres contextes culturels, civilisationnels. Voilà. La caricature en Algérie, je me rappelle, on était cité comme exemple. Dans le monde arabe. Je me rappelle quand je voyageais au Maroc, ou là en Tunisie, ou là quand je partais en Égypte, les gens nous admiraient pour la liberté de nos caricaturistes. Surtout Dilem, qui était le plus connu, mais voilà, Dilem c'était peut-être l'un des premiers, mais ça n'enlève pas au mérite des plus jeunes. Aujourd'hui, cette disparition de la caricature, notamment à l'approche d'une élection présidentielle, là, parce qu'on fait le bilan, parmi, je pense, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, est-ce que parmi les faits marquants de cette période, c'est la quasi-disparition de la caricature, de l'art de la caricature? Pas seulement de la caricature, oui, mais de l'ensemble de la production intellectuelle, culturelle, cinématographique, audiovisuelle.
Je pense que l'expérience de ce qu'on appelait l'aventure intellectuelle de la presse algérienne, 88 avec l'ouverture démocratique, avec le pluralisme politique, je pense que cette expérience, elle était riche, elle était enrichissante, mais aussi qu'elle connaît maintenant une mise à mort programmée avec tout l'arsenal juridique adopté par le pouvoir algérien pour casser le Hirak, casser l'opposition politique, casser toute contestation politique pouvant affirmer les aspirations démocratiques, les horizons démocratiques des Algériennes et des Algériens. Et je pense que plus grave encore, ce qui reste des acteurs politiques, ce qu'il en reste, ils sont beaucoup plus tentés par une expérience intellectuelle que d'être sur le terrain de mobilisation des Algériennes et des Algériens. Organiser des cahiers militaires, c'est bien, mais ce serait mieux d'accompagner ce genre de forum par une vraie organisation partisane, politique, mobilisant les Algériennes, les Algériens, offrant aux Algériens une alternative, un espace de mobilisation et de formulation d'horizons politiques, démocratiques. Et toute la contradiction, elle est là, le paradoxe. C'est que la proposition du pouvoir algérien d'organiser une présidentielle anticipée n'intéresse pas les Algériens dans leur formulation de ce qui est le projet de société. Les Algériens... Mais justement, tu as dit un mot important. Oui. Toi qui as déjà travaillé, comme on l'a dit la dernière fois, dans l'organisation d'une élection, tu étais chef d'un centre de vote. Oui. Tu m'as dit que les Algériens, ça ne les intéresse plus, ça ne les intéresse pas. Pourquoi cette indifférence? Ce n'est pas une indifférence, au contraire. C'est quoi alors? Je vais vous expliquer ça. Les horizons politiques, les horizons démocratiques des Algériens dépassent la proposition politique du pouvoir. C'est ça. Les Algériens ne s'intéressent pas à participer à cette mascarade électorale. Pas parce qu'ils sont indifférents. C'est tout le contraire. Parce qu'ils ont une prise de conscience que, effectivement, la proposition du pouvoir ne travaille pas un horizon démocratique, un horizon de projet de société capable de proposer aux Algériens un avenir meilleur. Le pouvoir n'est intéressé que par un agenda pouvant lui permettre de se régénérer, de se restructurer. Mais Chamir, justement, voilà. Quand on dit que la c'est une mascarade, oui. on dit souvent, c'est un jugement oui. que peut-être que certains pourraient qualifier à l'emporte-pièce. À chaque fois, on dit des élections truquées, des élections mascarades. Ok, toi, tu as travaillé dans un centre de vote. Oui. Un exemple. Donne-nous des preuves. Raconte-nous ton témoignage, un récit. Raconte-nous des anecdotes qui prouvent que vraiment c'est une mascarade. On parle de la fraude. Oui, il y a eu des cas de fraude, mais il n'y a pas que des cas de fraude partout. Il y a eu des opérations de vote qui se sont bien déroulées aussi en Algérie. Est-ce que c'est par définition, toute élection en Algérie, est-ce que par définition elle est truquée, elle est une mascarade? Toi qui as été centre de vote, qui as dirigé un centre de vote dans une localité en Kabylie, dans la vallée de Tizi Ouzou, est-ce que tu peux nous dire qu'en 2019, est-ce que c'était vraiment, est-ce que tu as vu tes propres yeux qu'il y avait une mascarade, que c'était une mascarade? Pour ce qui est de 2019, ça a été une exception puisque la population, les Algériennes et les Algériens n'ont pas voté dans certaines régions du pays, spécialement le centre. Ça ne peut pas être une référence d'analyse. Par contre, sur les différentes joutes électorales, on pourrait dire qu'à un moment, l'élection présidentielle a constitué un intérêt particulier pour les Algériens lorsqu'il y avait réellement de vrais candidats et ces candidats avaient réellement une perspective politique pour les Algériens. Exemple, l'élection auquel avait participé Hussein Ahmed. 1999. Mais oui, c'est la seule élection présidentielle ayant captivé réellement les Algériens. Parce qu'effectivement, au départ, cette élection, elle portait en elle-même les bases d'une nouvelle Algérie. Mais on a vu ce qui s'était passé. Je ne sais pas, c'est un très bon exemple, Amiroche. Je ne sais pas si tu as vécu les élections de 1999, Riles. Oui, j'étais jeune, j'avais 11 ans, 10-11 ans à l'époque. Voilà, tu étais adolescent. Moi, j'étais un peu plus âgé que toi, mais j'étais jeune aussi. Je crois que j'étais au lycée. J'étais au lycée encore. Voilà, mais je suis en 84, donc je me souviens, c'est vrai que c'était une élection
extrêmement particulière. Particulière. J'étais au lycéen. Je partais à Algesson, je prenais le bus avec des cousins et des amis, on allait voir les affiches, on entendait parler du retour de Bouteflika, Choukoun Hada Bouteflika, on voyait Ahmed qui connu, il y avait Mouloud Hamourouch, il y avait une animation. Une véritable élection. Ensuite, les 6 ados qui se sont retirés, Adjaballah ou les Talib Brahimi, il n'y a que Bouteflika qui est resté. Il y avait du suspense. Est-ce que l'armée va soutenir à tout prix Bouteflika ou pas? C'est vrai, je me rappelle, Amirouche, merci pour l'exemple, quand j'étais petit, j'étais encore au lycée. J'étais lycéen, si je ne me trompe pas. Franchement, j'ai du mal encore. Mais j'étais lycéen. J'étais lycéen, mais ça m'avait marqué. C'était l'élection qui m'a moi aussi, je l'avoue, c'était la seule élection qui m'a marqué. Mais pourquoi on n'arrive plus à avoir une telle... Justement, une telle ambiance politique, une telle... Faisons le parallèle. Macron a décidé d'une élection anticipée. Les forces politiques en France se sont mobilisées d'une façon incroyable et admirable. Ça a permis à des forces politiques de se regrouper, de construire une alternative. Ça a permis aussi à la France de régler un contentieux politique qui a débouché sur une solution et non pas sur une crise. Là, on fait une évaluation que cette perspective politique, elle a été positive. Une élection présidentielle, de surcroît présidentielle, anticipée en Algérie, ne suscite aucun intérêt, si ce n'est l'intérêt d'une clientèle bien définie, et je le regarde de le dire par cette occasion, l'annonce ou la clarification d'une normalisation du plus vieux parti d'opposition. On en parlera. Oui. Le FFS qui participe à cette élection, c'est vrai qu'on oublie de le dire, mais pendant cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, il y a quand même deux participations historiques. Le FFS qui participe alors que la dernière élection présidentielle à laquelle a participé le FFS c'était 1999, et le MSP, les islamistes du MSP. La dernière élection à laquelle a participé le MSP, c'était à l'époque de Mahfoud Nahnah, le défunt Mahfoud Nahnah, c'était en 1994, parce qu'en 1999, on ne lui avait pas autorisé à participer. Je l'avais raconté moi dans un... Et là, je rappelle un point important, les conditions politiques, c'est-à-dire les conditions politiques qui contextualisent cette élection présidentielle, elles sont graves. D'abord, nous, dans Riposte Internationale, nous allons éditer un rapport sur la situation de la liberté de la presse. Jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a connu une période aussi sombre. Est-ce que tu peux juste montrer bien le livre, mon ami, oui, à la caméra? Donc, effectivement, Riposte Internationale a fait un livre, effectivement. Oui, parce que... C'est un compte rendu de la situation de la presse en Algérie. Oui, emprisonnement, embrigadement, noyautage, fermeture de médias, harcèlement judiciaire, la totale. Alors, justement, Riles, je voulais te poser une question. On parle de la dictature, de la persécution, etc., du régime qui est répressif, je suis d'accord. Moi, j'ai fait un autre constat. Je suis confronté à cette réalité. J'ai remarqué, est-ce que tu n'as pas remarqué, est-ce que tu ne serais pas d'accord avec moi que même les Algériens ont changé? De 2019 à aujourd'hui, les Algériens aussi ont changé. Ils sont devenus plus intolérants au débat, ils sont devenus plus rétifs à la critique. Il y a certains tabous qu'on ne peut plus aborder. Sur certains sujets, il y a toujours des insultes, des critiques. On ne veut pas que certaines figures médiatiques disent un discours qui est différent du discours dominant. T'as un exemple. Moi, sur ta page Facebook, des fois j'y vais, je vois que tu fais des dessins. Et des fois, on te tombe dessus. C'est sur les sujets de société, les sujets en relation avec le Maroc, les sujets en relation avec le Maroc et la Kabylie. Est-ce que tu ne sens pas, toi, Riles, que même les Algériens ont changé? Ils ne sont plus aussi ouverts d'esprit, aussi démocrates, ils n'acceptent plus la liberté, ou certains temps de la liberté comme avant 2019. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce que c'est les mouches électroniques ou c'est par peur. On ne sait pas si ça reflète ou pas, ça c'est un débat. Oui, parce qu'on n'a pas d'études d'opinion et même de sondage. Parce que quand tu fais une exposition, il y a vraiment un fossé entre quand je fais une exposition, une conférence
à la rencontre du public, c'est tout le monde qui me dit voilà, bravo pour ce que tu fais, bon Tu courage, as fait ces etc. expositions, tu peux nous parler de ces expositions? J'ai fait plusieurs expositions, par exemple à Nancy, et ici à Paris. J'ai été plusieurs fois à République, donc plusieurs fois j'ai croisé. Récemment, Récemment, oui. J'étais invité à Nancy, il y avait Donc c'est beaucoup de une monde. ville de la Moselle, c'est à l'est de la Oui, France. Pas loin. mais il y a beaucoup d'Algériens, de Kabyles, d'Algériens là-bas. Donc, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce que c'est le pouvoir qui essaye de faire peur, d'instaurer un climat de terreur, même de loin, afin de faire peur aux dessinateurs, aux journalistes, parce que généralement c'est des pseudos. C'est des pseudos, toujours avec les drapeaux, vive l'Algérie, Tahia Amit Boun, Shingreha, etc., avec les nouveaux slogans. Donc je ne pense pas que le peuple. C'est une armée électronique, c'est ça? Je pense, hein, parce que c'est Tout le temps, mais c'est que je me suis posé la question. Mais Kadoubab, c'est une véritable armée. Parce que j'ai remarqué, parfois, je regarde, par exemple, je publie un dessin pendant 4-5 heures, aucune insulte, et quand les insultes tombent, elles tombent d'un seul coup. Par exemple, je peux avoir 20 commentaires, un exemple, aucune insulte, et quand ça tombe, on va voir 200 commentaires, et la majorité des commentaires après, les nouveaux commentaires, ça se voit qu'ils ont donné un ordre quelque part pour insulter, dénigrer. Je pense qu'il faut réorienter la question vers les acteurs qui sont déjà en Algérie. Parce que quand les acteurs de la politique, de la pensée, de la réflexion, de l'alternative sont en dehors de l'Algérie, ils sont doublement victimes. Mais ce qui se passe en Algérie est tout à fait différent. Le monde syndical n'a jamais connu une adhésion que celle des dernières 3 années. Comment tu le sais, ça? Je le sais parce que j'ai été dans le terrain. Ça fait 2 mois que je suis là. Je sais. Syndicats, tu parles des syndicats autonomes? Ah oui, je parle des syndicats autonomes qui ont réussi à constituer une confédération de syndicats autonomes. Et autonomes au sens politique du terme. C'est quoi le rapport avec le pouvoir politique? Est-ce qu'ils ont été autorisés? Est-ce qu'on les emmerde pas trop, entre guillemets, pardonnez-moi le terme? Est-ce qu'on les inquiète pas? Mais justement, toute la question, elle est là. Le pouvoir a adopté un arsenal juridique pour museler, verrouiller le champ médiatique, le champ syndical et le champ politique. Ces Algériens qui sont sur place, ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont en train d'activer dans les syndicats, ils sont en train d'activer dans d'autres partis. Il y a aussi une autre tendance, même dans le FFS, qui n'est pas d'accord avec cette orientation de normalisation avec le pouvoir. Je pense que l'Algérie, elle a encore cette santé politique de renaître de ce chaos politique. Et je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois, l'Algérie est tombée dans le giron de la Russie. Et ce n'est pas quelque chose de très facile à vivre pour les Algériens. Le genre, tu parles du régime algérien qui veut reproduire le modèle de la dictature de Russie. C'est-à-dire un président fort comme Poutine qui écrase les libertés publiques, pas de débat, c'est ça? Un président fort, non. Mais selon le modèle russe, on ne dit plus que le modèle russe. En fait. Une institution militaire au centre de la décision politique. Tout le monde sait, on le sait tous, qu'effectivement un sortant d'énarque pouvait faire mieux que ça. Et c'est la première fois que l'Algérie indépendante a un président en dehors des cercles traditionnels. Mais, des cercles révolutionnaires, c'est-à-dire. Oui. Mais le résultat, il est beaucoup plus décevant que ce qui s'est passé avant 2019. Mais le paradoxe, il est là. Je pense qu'en Algérie, les forces vives sont réelles. Le combat de tous les jours dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les associations, il continue. Amir, j'ai compris son point de vue. Amir, je nous explique donc que les Algériens ne sont pas indifférents, ne sont pas démissionnaires, qu'ils ne sont pas coupables, ils sont victimes. Pas du tout. Est-ce que tu partages, toi, cet avis, Amir? Bien sûr, parce que j'ai remarqué, c'est vrai, ils ne le montrent pas, parce que par peur, c'est tout à fait normal. Les gens, ils ont peur des représailles, ils ont peur de l'injustice en Algérie. Ceux qui sont à l'étranger aussi, ils ont peur
une fois, parce que vous savez, on a un problème aussi, ceux qui sont à l'étranger, une fois qu'ils sont entrés en Algérie, ils ne peuvent pas sortir, et ceux qui sont à l'intérieur avec les STN, ils ne peuvent pas quitter le territoire national. Oui. Et donc, c'est pour ça que publiquement, ils évitent de donner leur avis, d'exprimer leur opinion sur ce qui se passe en Algérie, mais comme il l'avait bien dit, donc, mais ils essayent à leur petite échelle de faire des choses que ce soit d'une manière surtout, si je parle des réseaux sociaux anonymes, où je vois sur... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais quand on parle de la répression, moi je m'interroge. Franchement, je m'interroge. Est-ce que la répression explique tout? Est-ce qu'elle explique l'indifférence, pas l'indifférence, on va enlever le mot indifférence. Comme on dit Amiro, les gens ne sont pas indifférents, et c'est l'offre de politique du pouvoir qui est décevante, ils n'adhèrent pas. Mais il y a un immobilisme, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus, etc. Est-ce que la répression explique tout? Tout à l'heure, Mme Marie-Laisse, on en parlait, tu m'as dit que même durant la décennie noire, on avait plus de liberté que maintenant. Pour la décennie noire. Nous, les caricaturistes, on pouvait dessiner. La répression, c'est pas la première fois que l'Algérie connaît la répression. La décennie noire, il y avait une guerre, il y avait des groupes armés, il y avait le clash, Kalachnikov, le bazooka. Et les Algériens s'exprimaient, sortaient, il y avait des rassemblements, il y avait des partis politiques. Qu'est-ce qui explique selon toi, est-ce que maintenant, tout est à l'arrêt? C'est vraiment la répression qui explique tout, selon toi? Il n'y a pas autre chose? Non, c'est une période de turbulence, il y a aussi une forme de découragement, parce que après 80, par exemple, on est passé par le printemps berbère, puis le 88, la décennie noire, et le printemps... Mais je pense qu'il faut distinguer deux paramètres. On parle de la société, et on parle du pouvoir, Pour ce qui est de la société elle est toujours en bonne santé. Les ressources. Oui. Non. Les ressources, elles sont là, elles sont sur le terrain. Lesquelles Moi, j'aimerais bien avoir ces ressources. Il y a plein d'Algériens, plein de militants politiques, plein d'associations, plein de syndicats qui sont porteurs de projets démocratiques en Algérie. Et à ne pas confondre avec toute la tentative du système à vouloir verrouiller. Sinon, comment expliquer toute la démarche du système à vouloir verrouiller, mettre en prison, casser, etc. S'il n'y avait pas autant de forces vives dans le pays. C'est de la théorie. C'est proportionnel. Moi, je pense que la réponse, l'attitude du pouvoir, les mesures du pouvoir sont proportionnelles à la mobilisation citoyenne, à la prise de conscience des Algériens sur la nécessité d'aller vers un État de droit, un État démocratique. C'est toujours... c'est comme pendant le printemps noir en 2001. Après le printemps noir, il y avait eu plusieurs morts. 88, il y a eu l'ouverture médiatique. Ensuite, il y a eu la décennie noire. Le printemps noir, il y avait eu des morts. Après, plus de 228 morts, plus de 5000 blessés. Puis, il y avait eu un certain découragement. Il a fallu énormément de temps. C'est pour ça que le printemps arabe n'a pas marché en Algérie. Parce que les gens, il restait ce découragement. Puis la période du Hirak, peut-être on n'a jamais été aussi libre que pendant ce laps de temps court, pendant le Hirak, les premiers temps. C'est tout le monde qui parlait, la joie de vivre, la révolution du sourire, les gens qui sortaient, qui critiquaient le régime, etc. On a eu un espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Quand il n'y a pas d'espoir, les gens ils ne vont pas faire de révolution, parce qu'il n'y a aucune alternative. Justement, le sujet qui nous intéresse, c'est cette absence d'engouement des Algériens pour une élection présidentielle anticipée. Oui. Pour quelle raison? Parce que justement, il y a une vraie prise de conscience en Algérie, par les Algériennes et les Algériens, que cette élection n'est pas un événement, qu'elle ne répond pas à leurs aspirations politiques, démocratiques, sociétales, intellectuelles et tout. Ok, on a parlé du point de vue de la population. Oui.
Il n'y a pas d'engouement. Comme tu as dit, c'est un découragement qui s'explique par les échecs des expériences passées, que le Hirak donc a échoué, ça a découragé, etc. C'est comme la guerre de libération. Il y avait les martyrs, il y avait les moudjahidines, et toujours il y a quelqu'un qui vient récupérer. C'est pour ça que je parlais d'octobre 88, de printemps noir, il y avait eu des morts, il y avait eu plus de 20 millions, 13 millions de personnes dans la rue pendant la révolution du Hirak. Et puis, les gens qui sont sortis dans la rue, les journalistes qui parlaient sont emprisonnés, les blogueurs, les militants, les citoyens. J'allais parler de ça, une question. Le pouvoir algérien n'a jamais été démocrate, n'a jamais été démocratique, n'a jamais été un régime progressiste, n'a jamais été un régime libéral, n'a jamais été un régime ouvert, n'a jamais été un régime en faveur des libertés publiques et individuelles. Mais il y avait toujours un seuil de liberté qui était respecté. On n'était pas la démocratie, on n'était pas la Suisse. On a vécu 20 ans avec des lignes rouges, avec des dictatures, avec une interdiction de manifestation, et on pouvait respirer. Il y avait la caricature, il y avait des caricaturistes, il y avait la liberté de la presse, il y avait les réseaux sociaux. Maintenant, pourquoi le régime s'est radicalisé? Il y a autant de violence. Est-ce que c'était nécessaire de faire preuve d'autant de persécution pour contrôler le pays? Bouteflika, il a contrôlé le pays 20 ans sans recourir à une persécution terrible. Il y avait une dictature qui était, entre guillemets, supportable. Là, c'est une dictature insupportable. On ne peut plus respirer. Hadrazouch, pourquoi, selon vous, le régime s'est radicalisé? Je commence par Ghilach, pourquoi, selon toi? À l'époque de Bouteflika, il y avait cette peur de son image, de l'opinion internationale. Et certes, il y avait eu Mohamed Temal, Kamaldin Frère. Enfin, pas après. C'était après le départ de Bouteflika. C'était le mois de mai. Temal, c'est en 2016, je me trompe. Oui. Lui, c'était 2 mois ou 3 mois après le départ de Bouteflika. Oui, il y a eu Benchiko aussi. Voilà, Benchiko. Mais sur 20 ans, voilà. Sur 20 il y avait, ans, je peux citer sur les doigts du mal les journalistes assassinés, persécutés à l'époque, même si j'étais licencié, etc. Mais il y a toujours eu cette issue de secours. Mais comme on dit, il vaut mieux avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête. À l'époque, quand même, je ne vais pas tomber dans le syndrome de Stockholm. Mais je n'ai pas honte de dire qu'à l'époque, si on compare les deux régimes, à l'époque c'était mieux qu'aujourd'hui. Je dirais pas, c'est comme si je compare la peste et le choléra, mais c'est comme si je compare. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas se tromper d'analyse. À l'époque, c'était aussi grave. Ça s'est aggravé, oui. Oui, c'est grave, tu sais, Amiroch, je crois. Pardon. La preuve, c'est pas aussi grave, Amiroch. Je pouvais faire cette émission à Alger. La vérité. Mais Amiroch, moi, je faisais mes émissions à Alger. Aujourd'hui, je suis en train de les faire en France. Oui, mais on peut pas moi, j'étais exilé, quand même. Le fait qu'on soit là, c'était pas ça. On ne peut pas encenser. Non, on n'est pas en train d'idéaliser, on est en train de dire. Très bien. Oualech, à l'époque, c'était pas aussi brutal qu'aujourd'hui. Puisque la confusion est élevée. Il ne s'agit pas d'idéaliser, bien sûr. Très bien. C'est important de dire que, effectivement, qu'avec la venue de Tebboune, les choses se sont rapidement aggravées pour les acteurs politiques, pour les médias, les journalistes. Et là, nous exprimons toute notre solidarité avec tous ces journalistes-là qui sont condamnés, qui sont emprisonnés, à l'image de Hassan Al-Qadi, Mustafa Boujma et tant d'autres, parce que la liste, elle est vraiment longue. À la différence que ce pouvoir qui nous propose une présidentielle anticipée. Je pense qu'il ne faut pas être prisonnier d'une proposition du pouvoir. Posons-nous la question, après septembre, quelle perspective pourrait le pouvoir proposer aux Algériens? Septembre, il y aura une élection présidentielle anticipée. Tebboune, candidat, il va avoir un autre mandat. Et après le deuxième mandat, il va y avoir encore plus de répression, plus d'arrestations. Justement, mais c'est ça le problème. Justement, alors les perspectives, on fera une émission à part. Oui. Ça, c'est une émission à part, parce que c'est vrai qu'il y a deux lectures qui s'opposent. Est-ce que le régime va s'ouvrir? Est-ce qu'il va devenir encore plus répressif? Ça, c'est une émission à part. Mais déjà, Amiroch,
pourquoi le régime Tebboune s'est senti obligé ou contraint à être plus répressif? Alors qu'il n'y a pas de nécessité, je vois pas. Parce que le Hirak, il a réussi à poser une véritable question autour du changement de système. Et le pouvoir en place, il sait pertinemment, il le sait. Il est paniqué par le retour du Hirak, ça. Ah oui, il est paniqué à l'idée que les Algériennes et les Algériens se mobilisent autour d'un idéal fédérateur, comme ça a été le cas en 2019. Et cette réalité-là le hante. Cette élection anticipée ne règle rien pour la légitimation du pouvoir en Algérie. Il le sait, le pouvoir, il le sait. Il veut gagner encore du temps. Il va gagner encore un mandat de 5 ans. Mais après, la question, elle reste posée. La question, elle restera toujours posée. Et les Algériens n'auront pas de cesse à se mobiliser pour la construction d'un État démocratique et d'un État de droit. Vous savez, si je compare le régime de Tebboune aujourd'hui, enfin le système c'est le même, c'est le régime de Tebboune aujourd'hui et le régime de Bouteflika, à l'époque de Bouteflika, c'était un cancer au premier stade 1, et maintenant c'est au stade final. À l'époque, on avait des issues, on peut parler, même si c'était un État policier, c'était une dictature, mais on a déjà fait des émissions ensemble en Algérie. J'ai critiqué Bouteflika, même chez moi, vous étiez venu. Ouais. J'avais interviewé Rila Saïnouch chez lui à CDI Chamjel. Ah oui, mais aucun policier ne m'a appelé, aucun juge. Je circulais librement, je venais en France. Mais c'est pour ça que je dis à l'époque, c'était. Alors, pour une invitation. Ça, c'est aggravé. Alors, aujourd'hui, c'est un concert au stade final. À l'époque, c'était au premier Qu'est-ce qui se passera après, justement? Est-ce qu'on va revenir vers une période d'une certaine ouverture, d'une certaine tolérance des libertés publiques et individuelles? Ça, je vous invite à en parler dans une autre émission. Mais politiquement, après le 7 septembre, le pouvoir n'aura rien réglé politiquement de la question de sa survie. Et toi, tu as un pronostic, Riles, pour terminer là-dessus? Quel est ton pronostic? Qu'est-ce qui va se passer après le 7 septembre? Le pouvoir ne va pas changer du moment qu'il y a encore des prisonniers d'opinion, il y a encore des anciens dirigeants algériens dans les prisons, donc rien ne va changer. Je ne dirais pas que, parce que Tebboune, s'il n'a pas été désigné président, lui-même il serait aujourd'hui en prison. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Riles. Merci beaucoup, Amirouche. Merci, Aïnouch. Je vous remercie énormément, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est très frustrant d'arriver à la fin, mais à chaque début, il faut une fin. Moi, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode du studio des élections présidentielles 2024 en Algérie. Merci de nous avoir suivis. Partagez, commentez, likez. À très bientôt.